Bonjour à tous, de retour en session plénière à Strasbourg pour un You Talk to Me spécial, top nomination et nouvelle composition du Parlement européen. Alors à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Goulard, eurodéputée française et membre du groupe des libérales et démocrates. Bonjour. Bonjour à vous et bienvenue sur notre plateau. Alors, un nouveau Parlement européen à domination allemande, on peut le dire, avec Manfred Weber, le leader du Parti populaire européen, qui est le premier parti du Parlement européen, et mais aussi Rebecca Harms, vice-présidente des Verts, qui est allemande également, et on ne va plus le citer, Martin Schulz, qui a à nouveau été réélu président du Parlement européen. Mais il y a aussi des Allemands dans d'autres postes importants, comme par exemple celui en tête de la Banque d'investissement européen, Werner Hoyer. Alors, pensez-vous qu'il y a trop d'Allemands ? Non, pas du tout. Je ne partage pas du tout votre analyse. Il n'y a pas de domination allemande. Il y a des postes qui tournent et il y a surtout des pays qui n'ont pas fait ce qu'il faut pour avoir de l'influence au sein de cette maison. Et je crois qu'il faut arrêter de faire porter le blâme sur les autres, sur ceux qui travaillent. En Allemagne, vous avez des partis qui prennent l'Europe au sérieux. Vous avez une démocratie stable qui évite d'envoyer trop de gens farfelus et extrémistes, même si la Cour constitutionnelle allemande ne nous a pas aidés cette fois-ci en changeant les règles du jeu électoral. Mais en tout cas, les partis politiques allemands prennent le Parlement européen au sérieux, envoient des personnes qui sont assidues, qui travaillent, qui sont dans les commissions les plus austères. Et donc, petit à petit, ça fait monter une génération de gens susceptibles de prendre des responsabilités. Accessoirement, ils parlent anglais correctement. Si vous regardez, par exemple, la délégation française, je ne veux pas parler des autres pays, mais vous avez quand même, dans le Sud en général et en France en particulier, un manque de sérieux, une tentation pour les Français d'envoyer dans ce Parlement des personnes qui n'ont rien à y faire, qu'on envoie pour les recycler, qui n'ont jamais fait l'effort de s'intéresser aux questions européennes, qui ne parlent pas un mot d'anglais ni un mot d'allemand, qui se contrefichent de l'avenir de l'Europe. Voilà, vous arrêtez. Donc voilà, domination allemande, vous n'êtes pas pour. Bon, en tout cas, il y en a quand même pas mal. Et Martin Schulz, on l'appelle un petit peu, il a été un petit peu soutenu par la chancelière allemande Angela Merkel. Et on peut parler qu'il a été un petit peu le roi, devenu le roi de Madame Merkel. Non, je ne suis pas d'accord non plus avec ça. D'abord, il faut rappeler quand même que l'Europe comporte 28 pays et que l'Allemagne a 82 millions d'habitants. C'est le seul pays dans cette catégorie-là, le seul pays qui a 96 députés. Et encore une fois, les Allemands ont plus de sièges que les autres et les occupent mieux. Qu'il y ait plus d'Allemands en proportion que d'autres, les Maltais ou les Luxembourgeois ou les Grecs, là en ce moment vous avez un président de la Commission européenne qui a été choisi, qui sera peut-être confirmé par ce Parlement, qui est Jean-Claude Juncker, qui n'est pas allemand. On a un Italien à la tête de la Banque Centrale Européenne. Vous avez mentionné M. Hoyer, il ne vient pas d'être nommé, M. Hoyer, il a été nommé il y a 2 ans. À une certaine époque, il y avait Jean-Claude Trichet. Donc je crois qu'il faut arrêter de se poser uniquement la question des passeports et se demander si nous choisissons des gens qui sont compétents et qui sont engagés. Et plus les pays enverront ici des personnes compétentes et engagées, plus nous aurons de chances d'avoir de la diversité dans les postes européens. Alors revenons à la France, par contre, là c'est une catastrophe avec voilà, beaucoup d'élus, donc pourquoi ce manque d'intérêt? Il n'est pas vrai que la France n'a pas beaucoup d'élus. La France a 74 députés, simplement les autorités françaises, depuis des années, c'est pas seulement... Non, la France en a plus qu'auparavant. La France a vu ses effectifs augmenter de 72 à 74, ce qui est moins que l'Allemagne, effectivement, mais ce qui reste une délégation importante. Vous avez un premier problème, c'est le vote extrémiste, qui consiste à donner sa voix à des personnes, par exemple Jean-Marie Le Pen avait dit « moi je n'ai pas l'intention d'aller travailler ». Donc les Français ont choisi comme représentants des personnes qui leur disent à l'avance ne pas vouloir travailler dans ce Parlement, ça c'est le groupe du Front National. Ensuite, vous avez les partis traditionnels qui, malheureusement, et je le regrette pour ce qui est de l'UMP et du PS, qui sont par ailleurs des partis sérieux, ou qui devraient l'être, et qui ont participé à la construction européenne, qui n'ont pas composé toujours les listes de la manière la plus efficace pour avoir de l'influence, en éliminant des personnes qui avaient un vrai réseau et en nommant soit des débutants, soit des personnes à recycler. Donc, encore une fois, la France a l'influence qu'elle mérite. Elle n'est pas discriminée. Elle se tire dans les pieds, ce qui est différent. Elle ne prend pas l'Europe au sérieux ? Non, l'Europe n'est pas prise au sérieux dans ce pays. Il y a une espèce de vision depuis des décennies en France qui consiste à vouloir une Europe forte avec des institutions faibles, à vouloir une Europe forte sans y investir. Et ça ne marche pas. Pourquoi? À cause des intérêts nationaux? Il y a des conflits maintenant nationaux qui Non, pas du tout. Ça remonte au général de Gaulle. C'est une vision de soi qui est complètement décalée. Les Français ont une place importante qu'ils pourraient occuper correctement. Ils ne sont pas le nombril du monde. L'exception française n'a pas de raison d'être.
Et il faut adosser les revendications politiques à une force économique, à une capacité de créativité culturelle, intellectuelle, que notre pays possède mais ne valorise pas. Et donc, en raison de ce décalage, les Français, encore une fois, se tirent dans les pieds. Alors par contre, revenons à votre groupe, que sont les libéraux et démocrates. Alors vous n'avez pas proposé de candidat à la présidence du Parlement européen. Pourquoi? Alors que la gauche radicale, par exemple, en a proposé un. Parce que nous avons estimé qu'il était important d'assurer pour les 5 années qui viennent une majorité stable, non seulement dans ce Parlement, mais pour porter les réformes. Nous sommes convaincus que l'Europe doit changer. Elle ne doit pas être détruite, elle ne doit pas être marginalisée comme certains le souhaitent, elle doit être profondément rénovée. Et pour ça, nous souhaitons participer à la majorité. Donc nous avons montré que nous étions d'accord avec un compromis qui a toujours évidemment les défauts d'un compromis qui consiste à porter Martin Schulz à la tête de ce Parlement. Et sans le vote des députés ALDE, il ne serait probablement pas, ou pas sûr, c'était pas du tout sûr président de ce Parlement. Donc c'est pas Mme Merkel qui l'a fait roi toute seule. C'est aussi parce qu'on a estimé que c'était un choix qui était un choix de qualité et qui va permettre, je l'espère, aux libéraux démocrates de tenir leur place dans la nouvelle équipe qui prendra la tête des affaires en Europe. Alors votre groupe a été, même s'il a été dépassé donc, par les conservateurs, eurosceptiques, le groupe ICR, on va dire, donc même s'il a été dépassé, vous restez dans la grande coalition avec les socialistes et ceux de droite. Donc là, finalement, vous avez aussi eu en échange 2 vice-présidents du Parlement européen. Donc, est-ce qu'il y avait un deal s'intéresse énormément au vice-président du Parlement européen? Je vais vous dire, pour moi, très sincèrement, ça n'est pas la chose qui est la plus significative. En plus, quand vous voyez l'ordre dans lequel les gens ont été élus, on aura 2 vice-présidents de qualité, qui sont Alexander Lambsdorff, allemand, et Olli Rehn, finlandais, ancien commissaire. Ce sont des gens de grande qualité qui feront beaucoup de choses. Mais il faut arrêter de penser que la seule chose et la seule motivation, c'est de se partager quelques prébendes. Encore une fois, est-ce que nous arrivons à remettre l'Europe sur pied, oui ou non? Quelles sont les orientations économiques, sociales, en termes de liberté publique, de défense des libertés individuelles, par exemple sur le net? Comment nous luttons contre le changement climatique? Ce sont ces sujets-là dont nous voulons nous emparer et sur lesquels nous espérons de faire partie des équipes qui vont décider. Parce que si vous n'êtes pas du tout dans les enceintes où ça se décide, votre voix n'est pas entendue, donc celle de mes électeurs ne sera pas entendue. Et donc qu'est-ce qui intéresserait justement le peut-être vice-président? Est-ce que maintenant on peut supposer un libéral à la vice-présidence de la Commission européenne, ou alors M. Guy Verhofstadt? Moi je crois qu'en la personne de Guy Verhofstadt, on a une personnalité de grand talent. Il n'y a pas beaucoup de gens de ce niveau-là en Europe, qui a exercé des fonctions nationales, qui a une expérience parlementaire, qui a une vraie vision, qu'on peut partager ou pas, mais qui a une vraie vision pour l'avenir de l'Europe et du monde, qui veut que l'Europe participe à la gouvernance mondiale. Donc ce que j'espère ardemment, c'est que Guy Verhofstadt pourra avoir l'une des responsabilités importantes de la prochaine équipe. Encore une fois, les sujets ne manquent pas. C'est ce qui se discute aujourd'hui? C'est un petit peu ça, le poste de M. Guy Verhofstadt? C'est pas un secret que de dire que parmi les noms qui ont circulé, il y a eu Guy Verhofstadt, mais il y a eu aussi Mark Rutte, il y a eu plusieurs libéraux auxquels on a envisagé de donner des postes. Et encore une fois, l'équipe n'est pas constituée. On voit bien avec le foot en ce moment, c'est absolument décisif d'avoir des bonnes équipes et d'essayer de valoriser les talents. Et pour ma part, je suis favorable à ce qu'on se répartisse les postes en tenant compte bien sûr des équilibres politiques, mais aussi en valorisant les talents que nous avons. Si nous laissons à la maison des gens de ce niveau-là, je crois que nous n'irons pas très loin. Et par rapport à la nomination de Jean-Claude Juncker comme candidat à la présidence de la Commission européenne, pensez-vous que c'est un succès pour le Spitzenkandidat? Moi, je n'ai jamais utilisé ce mot. Ce qu'il faut expliquer aux électeurs, on a dit aux électeurs, voilà, il y a une innovation dans le traité de Lisbonne. Ce sont les gouvernements qui l'ont voulu. Il faut répéter quand même, ce sont eux qui l'ont voulu au départ. Les chefs de parti étaient associés à la procédure, aussi bien Mme Merkel au PPE que M. Hollande, M. Renzi, etc., chez les socialistes ou d'autres pour les libéraux. On a dit aux électeurs, votre vote va avoir une incidence sur le choix du président de la Commission. Ils ont voté, le PPE a eu une majorité, pas une majorité absolue, mais une majorité relative. Nous tenons parole. Un soulagement alors? C'est une sorte de... C'est un progrès, c'est un progrès. Jean-Claude Juncker, comme chaque être humain, a des qualités et des défauts. Ses qualités, c'est d'avoir une grande expérience. Il n'est pas si âgé que ça. Peut-être qu'il est un peu fatigué. Bon, ça, j'espère que cette nomination va lui redonner du courage. C'est un homme qui a exercé longtemps des responsabilités, qui a une vraie vision pluriculturelle entre la France et l'Allemagne, qui vient d'un petit pays, ce qui prouve que la domination des grands n'est pas si avérée que ça, qui, à mon avis, est un vrai communautaire, qui est quelqu'un qui sait comment fonctionne la mécanique, et qui a une bonne dose de ruse. Vous savez, le pape dit de lui qu'il est un peu rusé et que c'est très bien. Je pense que si le pape doit être furbo, comme disent les Italiens, c'est pas mal d'avoir un président de commission qui l'est un petit peu aussi.
Après, on va Assez voir. fédéraliste, trop fédéraliste ou pas du tout? Ah ben là aussi, c'est une histoire laisse, très drôle. Guy Verhofstadt avec- dit tout le temps, personne ne se demande s'il faut envoyer un catholique au Vatican. On envoie un pro-européen fédéraliste à la Commission. Il me paraît grand temps qu'on vienne. Et je remercie M. Cameron de nous avoir à ce point aidés en prenant des positions absurdes, en essayant justement de le caricaturer comme fédéraliste. Bah oui, les fédéralistes, il est à la tête de la Commission européenne, ça tombe bien, c'est exactement le genre de casting qu'il faut. Après, ben, on va voir C'est comment ce qu'il il faut aujourd'hui, s'entoure. malgré que l'euroscepticisme Encore gagne une du fois, terrain on peut aujourd'hui. souhaiter plus de femmes, des gens plus jeunes. Enfin, on peut toujours souhaiter mieux. Moi, je suis dans la réalité. J'essaie de voir ces qualités, de les valoriser. Et nous avons tenu parole vis-à-vis des électeurs, ce qui permet d'espérer que la prochaine fois, les élections européennes aussi se dérouleront différemment. Parce qu'il y a peut-être des petits malins qui vont se rendre compte que c'est intéressant. Et encore plus de manière démocratique. Voilà, Les et prochaines encore une fois, je pense qu'il n'est élections. pas anormal que les électeurs votent et que leur vote soit pris en compte pour le choix des dirigeants. Merci, Madame Goulard, d'avoir Merci accepté à vous. notre invitation et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.